Comment persuader quelqu'un d'arrêter de bombarder des zones civiles, de ne pas recruter d'enfants comme soldats ou de ne pas faire de raids dans les villages pour piller leur unique réserve de nourriture? Le besoin d'un plaidoyer efficace pour la protection des civils en situation de conflit et de crise n'a jamais été aussi important. Mais comment faire ce plaidoyer en faveur de la protection? Quelles compétences et techniques pouvons-nous utiliser? Comment identifier les décideurs? Quelles sont les tactiques efficaces et comment pouvons-nous gérer les risques? Bienvenue dans le podcast Plaidoyer pour la protection, où nous vous présentons les expériences réelles des défenseurs des droits de l'homme dans les conflits et les crises. Dans chaque épisode, vous entendrez ceux qui font du lobbying dans les couloirs des Nations Unies à New York, ceux qui entreprennent un dialogue avec des acteurs armés sur la ligne de front des zones de conflit et bien d'autres exemples. Ils nous parleront de leurs expériences personnelles, de leurs réussites, mais aussi des difficultés rencontrées et comment ils les ont surmontées. Ce podcast vous est proposé par le groupe de travail sur le plaidoyer du Cluster Global de Protection. Veuillez noter qu'il contient des discussions sur la violence, les abus et l'exploitation auxquels sont confrontés les civils dans les conflits et les crises. Bonjour à tous et bienvenue dans la série de podcasts Plaidoyer pour la protection. Je m'appelle Yasmine Chawaf, je suis la coordinatrice du plaidoyer pour la protection chez Oxfam et je co-préside le groupe de travail sur le plaidoyer du groupe mondial de la protection. J'ai le plaisir d'être jointe aujourd'hui par Binta de l'Observatoire Kissal. Merci Yasmine. À l'Observatoire Kissal, on a rejoint la coalition citoyenne. C'est vraiment pour permettre d'amplifier nos voix, d'élargir notre réseau et pouvoir porter un plaidoyer qu'on a en commun. Et Sylvain de Crisis Action. Oui, bonjour Yasmine, je suis Sylvain Biville, directeur France de l'ONG Crisis Action, qui joue le rôle de facilitation stratégique de la coalition citoyenne pour le Sahel. Nous parlerons de la formation de coalitions en tant que tactique pour défendre la protection et faire progresser les droits des populations touchées par les conflits et les catastrophes naturelles. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous vous êtes lancé dans ce domaine? Je commencerai par vous, Binta. C'est un engagement qui date de longue date, de plus d'une vingtaine d'années, qui a commencé déjà quand j'étais étudiante. J'ai mis en place une structure sur le Sahel, toujours dans la question des droits humains. À l'époque, on parlait beaucoup dans les zones agro-pastorales de conflits agriculteurs-éleveurs et progressivement ce plaidoyer pour les populations agro-pastorales s'est élargi vers d'autres structures et j'ai rejoint l'Observatoire Kissal et membre maintenant de la coalition citoyenne pour le Sahel. Et Sylvain, qu'est-ce qui vous a motivé? Alors moi, en fait, j'ai longtemps été journaliste, couvrant notamment l'Afrique pour une radio internationale. J'ai décidé de rejoindre cette ONG Crisis Action, peut-être à l'issue d'un constat, celui d'une frustration que le journaliste est un observateur et que j'avais envie de jouer un rôle plus actif pour essayer de mettre en œuvre le changement, d'où la volonté de m'engager dans ce secteur de la protection des civils où je travaille en fait relativement sur les mêmes sujets que ceux que je couvrais en tant que journaliste spécialisé sur les questions internationales, mais avec la possibilité de mesurer plus immédiatement l'impact et d'accompagner des changements et de sortir du rôle de simple observateur pour devenir un acteur du changement. Merci à tous les deux, c'est très inspirant. Ma question s'adresse à vous, Sylvain. Compte tenu de votre expérience et de vos engagements, qu'entend-on par coalition? Pourquoi est-elle importante pour la protection et quelle est la valeur ajoutée du travail au sein d'une coalition? Alors effectivement, oui, à Crisis Action, on a une ONG qui n'est pas très connue parce qu'on travaille
sans forcément une visibilité publique, même si on existe, même si nos partenaires ONG nous connaissent, même si les décideurs, certains journalistes qui travaillent sur les sujets sur lesquels on travaille nous connaissent aussi. Mais c'est une ONG qui a décidé de se consacrer à amplifier l'impact des partenaires ONG pour une meilleure protection des civils impliqués dans les conflits. Alors pourquoi les coalitions? En fait, c'est tout simple parce que quand on est plusieurs, quand on est en groupe, quand on joint nos forces, on a plus d'impact auprès de ceux qui peuvent avoir une influence sur la situation des civils dans les conflits, c'est-à-dire principalement les gouvernements, mais ça peut être une cible de plaidoyer, peut être une entreprise, peut être d'autres acteurs, tant qu'ils ont une possibilité d'améliorer la situation des civils dans les conflits. À partir du principe de base que nous ne sommes pas une organisation pacifiste, on reconnaît que les conflits existent et que les guerres existent, mais les guerres ont des règles, et les règles, c'est que les populations civiles sont off-limit, quand on dit en bon français, c'est-à-dire le droit international interdit le ciblage de populations civiles dans des conflits. Malheureusement, on sait que la réalité est telle que dans la plupart des conflits, et on le remarque aussi au Sahel, les principales victimes sont des populations civiles qui n'ont pas demandé à entrer dans un conflit, à choisir un camp ou un autre, et qui sont les principales victimes de ces conflits. Donc les coalitions, dans un contexte de protection des civils, c'est l'idée toute simple, mais qui peut déplacer des montagnes, qu'à plusieurs, quand on joint nos forces, notre impact peut être bien supérieur à celui de l'addition des impacts que peuvent avoir chacune des ONG avec lesquelles on travaille séparément. Et donc à partir de là, une fois qu'on a dit ça, le travail inter-ONG, comme on dit, est assez répandu. Malheureusement, on a souvent constaté que quand on met des ONG ensemble, il y a ce qu'on appelle le syndrome du plus petit commun dénominateur. C'est-à-dire, on va regrouper des organisations qui ont des mandats différents, qui ont des aspirations différentes, qui ont des agendas différents. Et si on ne s'entend pas dès le départ sur le changement qu'on veut obtenir, il y a le risque qu'on arrive à une ambition amoindrie pour essayer de contenter tout le monde. Et c'est pour ça qu'à Crisis Action, on s'est spécialisé dans ce qu'on appelle les coalitions à la carte, c'est-à-dire on commence d'abord par identifier le problème et par identifier le changement qu'on veut obtenir. Et ce n'est qu'une fois qu'on a défini cette première étape essentielle qu'on réfléchit à qui pourrait faire partie de cette coalition en fonction du changement qu'on veut obtenir. C'est-à-dire, c'est une question de priorisation de la manière dont on va constituer les coalitions. C'est pas travailler ensemble pour travailler ensemble, c'est travailler ensemble pour obtenir un changement effectif. Vraiment très utile pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la défense, de la protection. Et je tourne vers la coalition citoyenne pour le Sahel. D'où vient l'idée de la coalition citoyenne pour le Sahel? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le processus de mise en place de la coalition? On est parti d'un constat avec cette lutte contre le terrorisme au Sahel, que les populations civiles ont payé et continuent à payer un lourd tribut. Et que toutes les stratégies qui sont mises en place au Sahel mettent vraiment la priorité sur le tout militaire. La question de la protection des civils, il y a un grand vide. Donc, en juillet 2020, la coalition citoyenne pour le Sahel a vu le jour suite à cette absence en fait de notion de protection des civils, avec son pilier principal qui est la protection des civils, et ensuite s'attaquer aussi aux causes profondes de cette crise sahélienne, l'accès à l'humanitaire qui est une grande problématique aujourd'hui au Sahel, et lutter contre l'impunité. Donc la naissance de la coalition est venue vraiment suite à un vide que beaucoup d'acteurs ont constaté sur la question de la protection des civils. Et si je peux me permettre d'ajouter, Yasmine, il y a un contexte un peu plus spécifique, et pour compléter complètement ce que vient de dire Binta, qui va nous permettre aussi
d'expliquer en quoi la constitution de coalition a aussi un côté saisir des opportunités. Il se trouve que dans l'année 2020, dont vient de parler Binta, c'est à ce moment-là qu'il y a eu, en janvier 2020, la convocation à Pau, dans le sud de la France, d'un sommet du G5 Sahel, qui regroupe les dirigeants des principaux pays du Sahel central, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Et ce sommet d'une organisation régionale africaine a été convoqué en France par le président français Emmanuel Macron. Et pour nous, ce simple fait illustrait les contradictions, ou en tout cas ce qui forcément n'était pas mis dans le bon sens dans la réponse à la crise au Sahel. Ce sommet de Pau a donné naissance au pilier de Pau, et effectivement définissait la nouvelle direction de la réponse des gouvernements à la crise au Sahel, qui est une crise multidimensionnelle, qui comprend une insurrection armée de la part de groupes extrémistes, qui comprend aussi des questions de gouvernance, dans lequel la question climatique a aussi un rôle important. Donc c'est une crise véritablement multidimensionnelle, et la réponse à cette crise, telle qu'elle a été définie par la communauté internationale à travers le sommet de Pau en 2020, était une réponse principalement sécuritaire et militaire. À ce moment-là, plusieurs ONG saisissent Crisis Action et disent attention, la crise au Sahel en 2020 était devenue la crise de déplacement de population avec la croissance la plus importante au monde. Il y a aujourd'hui plus de 2 millions de personnes déplacées au seul Burkina Faso, par exemple. Il faudrait qu'on ait une action collective, parce que les messages que porte chacune des ONG, dont l'Observatoire Kissal de Binta, depuis des années et des années, ne portent pas suffisamment auprès des gouvernements. D'où l'idée de se réunir dans une coalition informelle, mais étant donné que Pau avait défini des piliers de Pau, et qu'une coalition internationale pour le Sahel avait été décrétée par le président français Emmanuel Macron à cette époque, en juillet 2020, c'est un peu par opportunisme, pour saisir une occasion très spécifique, qu'il a été décidé de donner un nom à cette coalition de la société civile et de l'appeler Coalition citoyenne pour le Sahel, pour demander une chose très précise, c'est-à-dire la réorientation des priorités des gouvernements. Binta, qu'est-ce que cela signifie pour vous de faire partie d'une coalition, précisément la Coalition citoyenne pour le Sahel? Appartenir à la coalition citoyenne pour le Sahel, c'est travailler en synergie. Notre force, c'est ce schéma. Nos collègues du terrain, les organisations locales. Ensuite, on a les organisations régionales et qui sont soutenues par des organisations internationales. Donc, ce qui permet d'amplifier nos voix. Ce qui est dit au fin fond de Difa ou de Ménaka, il faut que ça soit relayé par d'autres acteurs pour que le message puisse impacter. Donc, on se complète tous. Il y a vraiment un travail de synergie. Comme je vous ai dit, ça permet aussi de faire remonter et de partager des informations, parfois des informations qui sont sensibles, que nos collègues du terrain ont collectées, mais qui, vu la sensibilité de la question, ne pourront pas communiquer dessus, mais le transmettront à d'autres acteurs régionaux, puis internationaux, qui, eux, pourront documenter et intensifier ce plaidoyer pour que la protection des civils soit effective. Donc, on a des exemples sur cette question de documentation, sur cette question d'alerte, et on a vraiment l'exemple que je peux vous donner, c'est notamment l'alerte sur le rétrécissement de l'espace civique. Ça, c'est quelque chose que la coalition a constaté plusieurs fois au niveau international. On a élevé la voix pour alerter sur la situation de certains de nos collègues qui étaient victimes justement de ce rétrécissement. Donc, on vient se compléter en fait. C'est sans
sans des personnes à l'international, ce message ne serait pas passé. Je peux vous donner d'autres exemples avec l'expulsion aujourd'hui de nombreux médias sur le terrain pour faire passer les messages. Certes, c'est nos collègues du terrain qui nous donnent les informations, mais pour pouvoir prendre la parole aujourd'hui, du fait de ce rétrécissement de l'espace civique au Sahel, il faut être à l'étranger pour pouvoir parler. Donc je pense que la coalition, je ne sais pas si on avait vu venir, mais je dirais heureusement qu'on a cette coalition aujourd'hui parce que nos collègues sur le terrain sont réduits au silence. Il y a ensuite la mobilisation lorsque des collègues sont enlevés, comme notre collègue récemment, Daouda Diallo, qui est victime d'une disparition forcée. Dès les premières heures, la coalition citoyenne pour le Sahel a pris des initiatives. Et ça, je pense, c'est parce qu'il y avait la coalition et qu'il y a aujourd'hui de nombreux acteurs qui sont pas sur le terrain au Burkina qu'on a pu rapidement communiquer sur cette situation-là. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment, ça nous permet d'amplifier nos voix, de regrouper nos énergies et aussi d'élargir notre réseau. C'est l'ensemble de toutes ces actions-là et surtout, comme je vous ai dit, ce format qui nous permet de résister aujourd'hui à ce rétrécissement de l'espace civique. Autant nous qui prenons la parole à l'étranger, on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir les informations de terrain puisqu'on a des partenaires locaux. Et pareil, nos partenaires, les organisations internationales aussi, suite aux données qui leur sont remontées, permet de faire des communications et des rapports. Sylvain, à partir de ce que vous avez témoigné dans les différents contextes en ce qui concerne la formation des coalitions, quels sont les défis et besoins principaux que vous avez constatés? Alors, une chose que je voudrais mentionner en préambule, c'est dans cette dynamique qui n'est pas toujours évidente entre faire travailler des organisations de pays touchés par les conflits, dans le cas de la coalition citoyenne, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, et puis des organisations régionales ouest-africaines, comme l'Observatoire Kissal de Binta, soutenues par des organisations internationales. Il faut arriver à respecter la spécificité des uns et des autres. Je crois que la force de la coalition citoyenne pour le Sahel, c'est qu'elle réunit des organisations qui ont des mandats complètement différents. Il y a des organisations humanitaires, des organisations de défense des droits humains, des organisations de développement, des organisations, des think tanks spécialisés dans la recherche, l'expertise sur les questions de sécurité ou sur les questions de gouvernance. Et ça, c'est une manière de répondre à un premier défi, c'est sortir de son sillon, sortir de son silo. Souvent, les organisations internationales ont une expertise, ont une spécialité, et même si leur objectif final pourrait se rapprocher d'autres organisations, elles ont tendance, par affinité, par connaissance, à se regrouper plutôt avec des organisations qui sont dans le même secteur d'activité. Je crois que ce qu'on a réussi à la coalition citoyenne pour le Sahel, et ce qu'essaie de faire Crisis Action en général, c'est de réunir des acteurs différents avec un objectif final qu'ils ont en commun, en l'occurrence faire en sorte que les priorités dans la réponse à la crise au Sahel tournent autour de la protection des civils, y compris dans la manière de mener la réponse sécuritaire et dans une approche constructive par rapport au gouvernement. L'un des défis aussi, c'est que souvent, et les interlocuteurs gouvernementaux auxquels on parle très régulièrement à différents niveaux nous disent oui, mais la société civile, c'est en fait pour nous des opposants, ils passent leur temps à nous critiquer. Oui, forcément, il y a une critique de l'action des gouvernements, mais à la coalition citoyenne pour le Sahel, et ça fait partie de la charte des organisations qui ont rejoint la coalition citoyenne pour le Sahel, il y a toujours la volonté de garder un canal de dialogue et une approche constructive auprès des gouvernements parce qu'on sait que c'est eux qui, en fin de compte, ont la responsabilité première de protéger leur population. Donc le dialogue n'est pas forcément facile, particulièrement
Quand on sait que les 3 pays du Sahel central sur lesquels travaille la coalition citoyenne pour le Sahel sont maintenant dirigés par des gouvernements militaires après des coups d'État, qui a eu effectivement un très fort rétrécissement de l'espace civique. Mais malgré tout, on cherche à avoir ce dialogue constructif avec les gouvernements pour se poser comme interlocuteur responsable avec le même objectif final avec les gouvernements, c'est-à-dire de faire en sorte que les populations, une approche centrée sur l'humain, sur la sauvegarde de la vie humaine, on peut dire protection des civils, on peut dire défense des droits humains, mais on peut aussi utiliser des termes qui seraient mieux entendus par des gouvernements ou par une partie de la population civile dans ces régions. Et c'est pour ça qu'en fait, un autre défi du travail à plusieurs organisations qui ont des mandats différents, mais qui ont aussi des échelles différentes, le national, le régional, l'international. On parle souvent dans un travail entre ONG internationales et ONG locales de augmentation des capacités ou construction des capacités des ONG nationales. Et je crois qu'à la coalition citoyenne, guidée par l'impulsion de nos partenaires de terrain, on a une approche qui est complètement inverse. C'est-à-dire, c'est au contraire cette expertise de la société civile des pays en conflit qu'on cherche à mettre en valeur parce qu'elle n'est pas suffisamment entendue. On n'a pas besoin, dans une réunion internationale, d'avoir toujours les mêmes experts internationaux qui vont commenter de loin la situation du conflit localement, et on n'a pas forcément besoin d'avoir toujours recours à la soi-disant expertise internationale pour régler un problème. Les solutions existent localement, et c'est dans cette expertise de la société civile, des pays concernés, une société civile qui se fonde sur le respect de la vie humaine, sur le respect de ce principe commun de protection des civils et de respect des droits humains, que les solutions sont à trouver. Binta, en tant que femme, pensez-vous que votre expérience a été différente? Alors, en tant que femme, je commencerai d'abord par la coalition citoyenne pour le Sahel. Non, j'ai jamais eu ce ressenti de difficulté. Chaque voix a sa place au sein de la coalition citoyenne pour le Sahel. Et comme je vous ai dit, l'important pour nous, c'est vraiment de respecter ce format que je vous ai dit tout à l'heure, que ça soit à nos réunions ou à nos missions, c'est d'avoir toujours un partenaire local, régional et international. Donc, on accorde plus d'importance à ce format, comme je vous ai dit, qui est vraiment notre force. Et pour revenir à votre question, non, au sein de la coalition, j'ai pas eu ce ressenti en tant que femme. Après, peut-être autre part, oui, ce ressenti en tant que femme est toujours difficile, surtout dans le domaine du plaidoyer, où il faut parler, il faut s'imposer, il faut convaincre. Je pense qu'il y a certains milieux et certaines sociétés qui ne sont pas encore préparées à ce que déjà une femme prenne la parole en public et donne la direction, comment elle voit la suite, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, oui, on ne peut pas se le cacher, en 2023, il y a encore des sociétés, et même ici, à Paris où je vis, être femme et faire du plaidoyer n'est pas forcément une chose évidente partout. Mais au sein de la coalition, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais eu ce ressenti avec mes collègues. C'est plus à l'extérieur, dans le cadre général. J'ai une question un peu technique, mais elle est très souvent posée par les personnes impliquées dans la défense de la protection. Sylvain, beaucoup d'organisations travaillant dans le domaine du plaidoyer ont du mal à mesurer l'impact de leur travail et de leur engagement. Comment enregistrez-vous les changements et l'impact de l'action? Alors, c'est une question effectivement essentielle. On a toujours tendance à se lancer dans l'action sans forcément préparer la mesure de l'impact. Ce qu'on essaie de faire à Crisis Action et au sein de la coalition citoyenne pour le Sahel, c'est d'ancrer cette mesure d'impact
dès le début d'une action et de manière permanente, tout au long du déploiement d'une activité de plaidoyer. Ça commence par l'ingrédient essentiel dont je parlais au départ. Quand on élabore une stratégie de plaidoyer, il faut d'abord savoir quel est le changement qu'on veut obtenir, puisque c'est ça qui va réunir les acteurs qui vont ensuite travailler ensemble sur un objectif précis. Là, par exemple, sur la campagne actuelle de la coalition citoyenne pour le Sahel, on s'est fixé pour objectif de convaincre les décideurs d'Afrique de l'Ouest et de susciter et de réorienter un leadership africain en faveur d'une priorisation de la protection des civils dans la réponse à ce qui est en train de se passer, à cette crise terrible au Sahel. Donc, il y a des petits détails très pratiques, par exemple. Ne jamais hésiter, après une réunion de plaidoyer, à retourner vers les personnes qu'on a rencontrées. On était, par exemple, il y a quelques jours à Abuja, au Nigeria, comme l'a dit Binta, pour tenter de convaincre les dirigeants de la CEDEAO de replacer cet impératif de protection de la vie humaine au cœur de leurs activités, et notamment dans le cadre des sanctions très fortes qui ont été imposées par la CEDEAO au Niger après le coup d'État, de faire en sorte de mettre de manière très explicite des exemptions humanitaires pour que ces sanctions, qui ont pour objectif de convaincre des dirigeants militaires de changer de direction, que ces sanctions n'affectent pas les populations civiles. Et donc, une fois qu'on a défini cet objectif très précis, on n'hésite pas, après une réunion de plaidoyer, à retourner vers les personnes qu'on a rencontrées et à tout simplement poser la question: est-ce que la rencontre avec la société civile, avec la coalition citoyenne pour le Sahel, vous a été utile dans votre travail pour essayer de modifier la réponse de la CEDEAO? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc c'est quelque chose auquel on n'est pas forcément habitué, parce que ça peut sembler un peu bizarre, mais de mesurer l'impact en permanence d'une action de plaidoyer auprès de ceux qui sont cibles de plaidoyer, on n'hésite pas à le faire et à retourner vers eux. Voilà un exemple de mesure de l'impact. Ensuite, on a, nous, à Crisis Action, ce qu'on appelle un journal de preuve de changement. Chaque fois que quelque chose se passe dont on estime qu'il ne se serait pas passé sans action de la coalition citoyenne pour le Sahel, on le mesure. Qu'est-ce que ça peut être? Une preuve de changement. Ça peut être un article de journal ou une interview à la radio qui ne se serait pas passé s'il n'y avait pas eu un communiqué de la coalition citoyenne qui a donné envie à un journaliste d'interviewer des membres de la coalition citoyenne. Ça peut être l'inscription dans un sommet du G5 Sahel il y a quelques années à N'Djamena de l'impératif de protection des civils, dont les principaux décideurs impliqués dans la rédaction de ce communiqué final nous ont clairement dit que l'action de la coalition citoyenne avait contribué à l'inscription de cette protection des civils dans un texte signé par des acteurs politiques de la région. Là, je parle d'il y a de nombreuses années. Comment mesurer l'impact aussi de manière plus efficace sur un autre aspect qui est l'aspect protection des défenseurs? On se trouve effectivement en ce moment dans une situation de crise où l'un de nos collègues de la coalition citoyenne, Daouda Diallo, éminent défenseur des droits humains au Burkina Faso, a été enlevé le 1er décembre sans qu'on ait de nouvelles depuis quelques 15 jours plus tard. Eh bien, comment mesurer l'impact de ce qu'on peut faire? C'est d'abord sur comment convaincre
un certain nombre de personnes d'attirer l'attention sur le cas de Daouda Diallo par une campagne sur les réseaux sociaux avec le hashtag Libérer Daouda. On fait un instrument de mesure de l'impact de cette campagne et on sait déjà que après quelques jours de lancement de cette campagne, le hashtag Libérer Daouda a été vu par plus de 7 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un instrument de mesure concret qui nous permet de mesurer les progrès vers l'impact d'une action spécifique. Évidemment, ce qu'on veut, c'est que Daouda rentre chez lui, soit libéré et retrouve les siens. Ça, c'est l'objectif final. Mais avant cet objectif final, il y a des objectifs intermédiaires qu'on peut mesurer et qui permettent de mesurer effectivement l'impact du travail de la coalition citoyenne. Vous nous avez certainement donné beaucoup à réfléchir. Comme vous l'avez dit, la situation n'est pas facile et l'espace civique se rétrécit. Alors finalement, quel message adressez-vous aux personnes qui s'efforcent aujourd'hui d'apporter des changements dans leur contexte et de défendre la protection? Quand on parle effectivement de mesurer l'impact, ça fait 3 ans que la coalition citoyenne pour le Sahel existe. Est-ce que la coalition citoyenne a réussi à mettre la protection des civils sur le devant des priorités? Est-ce que les populations civiles au Sahel sont mieux protégées aujourd'hui qu'il y a 3 ans? La réponse est non. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut qu'on abandonne ce travail collectif qui ne vient pas naturellement, en fait, parce que, comme on le disait tout à l'heure, chacune des organisations membres de la coalition citoyenne, particulièrement les organisations du Mali, du Burkina Faso, du Niger, sont en train de se battre pour leur survie actuellement. Donc on peut comprendre que l'inclination à travailler ensemble ne vient pas naturellement, et c'est pour ça que dans les ingrédients d'une coalition réussie, il y a toujours ce travail de facilitation stratégique, d'avoir quelqu'un qui dédie l'intégralité de son temps et de son énergie à animer le collectif. C'est un travail d'humilité, mais de se mettre au service du collectif. Et je pense que malgré la difficulté de mesurer un impact tangible de la coalition citoyenne pour le Sahel, j'ai envie de retenir cette phrase d'un de nos collègues maliens, qui est comme un avertissement et comme un message qui rend humble. C'était, compte tenu du contexte actuel au Sahel, soit on avance ensemble, soit on disparaît les uns après les autres. Moi, je dirais qu'il faut, avec tous les risques qu'il y a aujourd'hui, je pense qu'il faut persévérer, continuer et surtout ne jamais abandonner ce noble combat qui veut mettre la protection des civils au cœur de tous les agendas. Aujourd'hui, c'est une préoccupation de tous les membres de la coalition citoyenne pour le Sahel. On entend bien et on prend en compte que certains de nos collègues n'ont plus cette possibilité de s'exprimer, mais je pense que nous qui sommes à l'extérieur, qui sont, ou je dirais même pas à l'extérieur, qui sont moins exposés, on a le devoir de continuer ce noble combat pour les civils sahéliens, mais aussi pour nos collègues qui, il y a quelques années, ou de toute leur vie, on fait que ce combat-là. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'il faut les abandonner. Donc, ceux qui peuvent ont le devoir de continuer. Et il y a aussi cette solidarité en ces moments difficiles qu'il faut vraiment préserver et qui donnera forcément des résultats. Je ne vois pas de meilleure façon de conclure cet épisode. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci à vous, Yasmine. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Plaidoyer pour la protection.
Il est produit par le groupe de travail sur le plaidoyer du Cluster Global de Protection, qui est co-dirigé par Save the Children et Oxfam et comprend des ONG nationales et internationales ainsi que des agences onusiennes. Vous trouverez plus d'informations sur le groupe de travail sur le site globalprotectioncluster.org et si vous avez des commentaires ou des suggestions pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'adresse protectionteam@oxfam.org. كان في زمور